Il est coutume, au début des répétitions d'une pièce, de se rassembler pour lire le texte, à chacun son rôle. Ces lectures sont souvent laborieuses, le débit en est heurté, timide. Cela se conçoit pour des textes anciens, archaïques, bref, on fait connaissance. Les acteurs ont cependant lu la pièce, qui chez soi, qui dans le métro, qui en se promenant. Il serait possible, j'ai parfois éprouvé la possibilité, de lire le texte de la pièce tout d'une traite, avec le sentiment de jouer à peu près dans le rythme qui serait celui de la représentation à venir. La gesticulation, la mimique, le maniement des accessoires étant évacués, nous pouvons être froides et concentrés sur le jeu des mots, effectuer une telle lecture, quand bien même à certains passages difficiles l'auteur se rebelle. S'essayer à la parole, sympathiser, c'est ici la mentalité préalable de l'acteur. Parce que les textes de théâtre sont souvent des schémas simples, élaborés mais simples, systématiques. Nous devrions appréhender cette mécanique à travers une lecture à voix haute. Nous entendre dire les mots et contrôler au petit bonheur l'effet qu'ils produisent, globalement. Songeons à Kleist, conférant dans la campagne pour tester la réaction de ses personnages. Le comédien vit, travaille dans l'immédiat, c'est-à-dire un besoin d'exprimer spontanément, une nécessité de lire, de dire à haute voix. C'est la première impulsion, ressentie profondément, un coup de sonde dans le rôle ou la pièce. L'immédiat serait donc le premier acte spirituel de l'acteur. Il n'y a pas d'autre point de départ vrai. N'avoir affaire qu'à l'immédiat. L'immédiat, c'est le commencement du rôle. Louis Jouvet ajoute plus loin. L'immédiat est non seulement point de départ, mais aboutissement. Le comédien désincarné. Entre-temps, le travail de répétition, l'usine de fabrication ne fera que mettre en doute cet immédiat. Chacun à sa manière, chacun dans sa spécialité se livrera à des essais, des tâtonnements, des contrôles. C'est sans doute la période la plus créative parce que la plus secrète. Un corps à corps avec le texte, avec les partenaires. Un temps de folie et de stupidité car le texte résiste, les partenaires s'éloignent. On peut rester de longs moments décontenancé par tant d'adversité. Il faut savoir laisser passer l'orage. Les contraintes, après tout, font l'objet de ce travail et sans trop d'impatience. De l'expression prime sautière du début, atteindre à l'expression spontanée et contrôlée. C'est le moment où l'interrogation et la réponse coïncident, où la connaissance par sensation et l'être même, le comédien ne font qu'un. Prenons un exemple. La voiture, une fois fabriquée, l'acheteur qui la conduira ne pensera pas en la conduisant au serrement des boulons, à la forme de cylindre. Peut-être fugitivement, mais la sensation globale sera la voiture marche ou bien ne marche pas. Le bon conducteur pensera à conduire bien. Un proverbe gaucho, je crois, dit en substance « Quand le boucher découpe-t-il mieux sa vache? Quand il ne pense plus à la fois ni au couteau ni à la bête. » Ainsi du conducteur, de l'acteur, et peut-être aussi du spectateur, une confiance légitime. Je pense aux paroles de Henri Thomas, s'essayant à traduire les sentiments d'un lecteur éventuel des sonnets de Shakespeare. Il suffit de remplacer le lecteur par l'acteur. Le lecteur, lisant les vers de Shakespeare, n'est pas distrait de sa propre existence, au contraire. Ces paroles le conduisent à lui-même, à quelqu'un en lui, de plus vrai que l'homme habituel et pourtant le même. Mais le consentement à une telle poésie implique une certitude quasiment fabuleuse. Cette sorte de confiance en la parole, cette grâce, que Coleridge appelle succinctement « suspense of disbelief », interruption du doute. Cela signifie ici que les sentiments d'un poète sont reconnus par le lecteur, non pas comme les siens au sens étroit, mais comme ceux de l'éternelle âme humaine en lui, désireuse, bondissante, asservie à son corps éternel, humiliée ou consolée par la beauté, dans un monde qui nous est en même temps inconnu et familier. Représentons-nous maintenant le paisible canard à qui on coupe le cou. Il se démène soudain, sa tête gît dans un coin, sa course est démultipliée. Ainsi l'acteur, quitte à se mouvoir sans tête, court assurément. Le retour à jouer, il n'y a pas de retour à jouer, il y a un retour
à quelqu'un qui est sympathique, qui oblige la sympathie. Imaginez-vous par exemple, je ne sais pas, l'art de la fugue. L'art de